Le thème de la démo à laquelle vous allez assister, sécurité simplifiée, exploiter la puissance de Manage Engine, avec à mes côtés Monsieur Hugo Briand, référent technique sur les solutions éditeurs Manage Engine dans la société By the Way. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous laisser la parole et on est parti pour 30 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vois qu'on est en fin de salon, qu'il n'y a pas grande foule dans la salle. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, ça veut dire qu'on pourra être un petit peu plus interactif avec certains qui connaissent déjà la solution, qui sont venus nous en parler avant sur le stand, et d'autres qui connaissent peut-être pas. Donc, on va pouvoir faire un petit peu plus le tour là-dessus. Donc oui, effectivement. Donc moi, je suis référent technique pour une société qui s'appelle By the Way, qui est partenaire de l'éditeur Manage Engine. Donc Manage Engine, c'est une société indienne qui développe toute une suite de logiciels de gestion d'infra. Donc là, avant de vous parler d'Endpoint Central, il va falloir que je mette un petit peu de contexte pour ça. Donc actuellement, je vous ai affiché la gamme complète des solutions réparties en grandes familles. Donc pour ça, c'est très important pour comprendre tout ce qu'on fait, de les répartir en familles. Vous voyez tout en haut la partie ITSM. ITSM, ça va être le cœur de notre gamme, ça va être notre produit central. Pour ça, c'est notre outil qui va nous permettre de gérer le ticketing et la partie CMDB. Pourquoi c'est notre outil central? Parce que le fait d'avoir toute une gamme qui va gérer les infras, on va être capable d'aller intégrer nativement tous ces outils à l'ITSM. J'y viendrai par la suite lorsqu'on va parler de chacun des outils. La démo d'aujourd'hui va se concentrer sur la première brique qui est mise en avant, c'est la partie UEM. Endpoint Central, c'est notre produit phare, c'est le produit qui est destiné à la gestion des périphériques utilisateurs. Donc que ce soit de la partie périphérique PC, macOS, Linux, mais aussi bien des serveurs si vous avez besoin, ou également une partie un petit peu plus MDM sur de la téléphonie mobile en l'occurrence, où on va aller gérer de la partie iOS, Android, également de l'Apple tvOS ou du Chrome OS si besoin. Cette partie MDM, on va pouvoir y intégrer également la partie Windows pour faire ce qu'on appelle du mode kiosque. Mais ça, on y viendra un petit peu plus tard, sur la présentation Endpoint Central. Juste en dessous d'Endpoint Central, vous voyez qu'il y a tout un tas de petites solutions qui sont présentées. Chacune des solutions, ça va être une brique qu'on va retrouver dans l'interface d'Endpoint Central. Ces solutions, on peut les choisir à l'unité. Et à partir du moment où vous voulez utiliser un certain nombre de solutions, ça va peut-être être plus intéressant de prendre le pack complet Endpoint Central. Et donc, du coup, au niveau licensing, ce sera plus intéressant. On y viendra par la suite. Ensuite, on a la partie ITOM. Cette partie ITOM, on va plutôt être sur une brique supervision, gestion d'infrastructure. Donc là, on s'écarte un petit peu de la partie périphérique utilisateur. On va être derrière plus sur le back-end, plus sur vos serveurs qui tournent, vos services, vos applicatifs, les monitorer. Sur votre partie réseau, à monitorer également, à gérer, à sauvegarder, à mettre à jour. Voilà, tout ça, ça va être également une partie qu'on va gérer. Vous voyez que dans la partie ITOM, le produit phare, c'est OP Manager Plus. Dans OP Manager Plus, on va pouvoir intégrer tout un tas de briques également, à la même manière qu'Endpoint Central. On passe sur la partie IAM rapidement. Gestion des utilisateurs, gestion des identités. Donc là, on a toute une gamme qui nous permet, donc, dans un premier temps, avec AD360, d'aller gérer de la création d'utilisateurs en workflow, en automatique, de la délégation d'une interface assez facile d'utilisation à des personnels qui sont non IT à la base, sur de la création d'utilisateurs, que ce soit AD ou dans des applications tierces qui sont utilisées par la suite pour le métier. Sur la suite, on peut voir en plein milieu de la gamme AD360, AD Audit Plus. Là, on va aller plutôt auditer des logs qui sont présents sur nos contrôleurs de domaine, sur nos filers, voir qui fait quoi, à quelle heure, à quel moment, et pouvoir faire du comportemental sur l'analyse de nos logs pour avoir un petit peu plus de graphique sur de l'analyse de logs, des choses qu'on ne verrait pas forcément sur un Event Log Viewer sur Windows. On va plutôt les mettre en forme, histoire d'avoir un petit peu plus d'infos un peu plus facilement. Sur la partie IAM, ensuite, on a la partie PAM 360. PAM 360, c'est quoi? C'est un bastion, principalement, et un coffre-fort de mots de passe. Alors, quand on dit coffre-fort de mots de passe, c'est pas forcément que du mot de passe, de la passphrase avec un login. Ça peut aussi être de la clé SSH, sans souci. Là-dessus, on va être capable de gérer du partage de ressources sur de la partie RDP,
sur des sessions en SSH, sur de l'encapsulation HTTPS également, sans problème. Et également, on intègre un module qui s'appelle Key Manager Plus, qui va nous permettre de renouveler nos certificats en automatique. On va être capable de donner des workflows à cette application pour lui dire voici la manière de renouveler ce certificat dans telle application. Et nativement, on va s'intégrer avec certains fournisseurs de certificats, donc certaines CA publiques, et dire ok, Sectigo par exemple, j'achète mes certificats chez Sectigo, je vais intégrer nativement, et si je fais un renouvellement tacite de mon certificat SSL, je vais être capable de définir à mon application qu'elle aille chercher chez Sectigo mon nouveau certificat et qu'elle aille le renouveler automatiquement dans mon application métier en interne chez moi. Ça, ce sera très intéressant quand on va commencer à réduire les périodes de disponibilité de nos certificats. On sait qu'ils sont valables en général pendant 1 an pour l'instant. Quand on va réduire ces délais-là, ce sera vachement plus intéressant pour tout le monde. Ensuite, on a une partie SIEM. On a parlé de quelques outils de log sur toute la gamme. Tous ces outils de log, on peut les retrouver dans notre gamme SIEM sous un outil central qui s'appelle Log360, qui va nous permettre de centraliser tous ces outils et de faire de la corrélation entre les logs de tous ces outils-là. C'est-à-dire que si vous avez un besoin ponctuel sur une partie de votre infra, vous prenez une des briques. On prend l'exemple de l'IAM, on va prendre AD Audit et on va analyser les logs de nos filers ou de nos contrôleurs de domaine. Si on a besoin de faire de la corrélation, d'aller un petit peu plus loin, d'analyser que ces logs qui se sont passés sur l'AD, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé sur le réseau, à un autre endroit. Et ça, on l'a vu avec Event Log Analyzer. On va être capable de corréler et de dire, OK, là j'ai du comportemental, je vois qu'il se passe quelque chose sur mon réseau, je vais remonter une alerte tout de suite à mes admins. Donc que ce soit de l'alerte dans l'application, de l'alerte ailleurs, liée à Service Desk en l'occurrence, si besoin, ou tout autre ITSM si vous avez déjà d'autres ITSM. Et pour finir, on a une brique MSP. La brique MSP, c'est ni plus ni moins que la plupart de nos applications qui sont disponibles en multitenant sur une seule et même installation pour des intégrateurs comme By The Way en l'occurrence. Chacune des applications, du moins 90% de la gamme, est disponible soit en on-prem, soit en cloud, soit les deux. Pour certaines applications qui nécessiteraient ou qui donneraient des services à des utilisateurs finaux, celle-ci serait disponible sur mobile également. Je prends un exemple d'ADSSP, qui est donc AD Self Service Plus, qui est notre outil de gestion des identités pour les utilisateurs finaux. Cette application-là nous permet de mettre un portail à disposition des utilisateurs pour gérer leur mot de passe en toute autonomie. C'est-à-dire qu'on va libérer le support IT classique de cette gestion des mots de passe et on va laisser les utilisateurs, grâce à l'intermédiaire d'un MFA, de questions de sécurité, etc., la possibilité de réinitialiser leur mot de passe en toute autonomie sur une appli, sur une page web ou par l'intermédiaire d'un agent installé sur le poste en direct. Donc ça, appli mobile dispo. Endpoint central, pareil, appli mobile dispo pour gérer le patching, les vulnérabilités en temps réel sur le parc. Voilà pour ça. Donc maintenant qu'on a un petit peu de contexte, on va se concentrer sur la partie un petit peu plus technique, sur la partie UEM, et on va faire une petite démo Endpoint central. Hop. Pour ça, j'ai installé un petit environnement de démo. Hop. Voilà. Donc Endpoint central, à quoi ça sert? Ça va nous servir à garder un contrôle sur notre parc complet, qui soit connecté, que ce soit des machines qui soient connectées au domaine ou hors domaine, qu'elles soient sur l'environnement d'entreprise ou à l'extérieur, en déplacement. On sait tous que dans l'environnement d'entreprise, c'est très compliqué d'aller passer des GPO chez tout le monde quand on a des utilisateurs qui sont mobiles, des utilisateurs qui seraient sur des réseaux Wi-Fi publics, par exemple. On va se retrouver avec Endpoint central avec un fonctionnement assez simple. On va installer un agent sur nos machines et par l'intermédiaire d'un tunnel HTTPS, cet agent va communiquer régulièrement avec notre serveur et aller chercher les infos pour savoir ce qui doit passer comme configuration sur la machine. Les configurations, on va les voir ensemble juste après. Donc ces configurations, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Bah, simplement, alors on peut faire des configurations qu'elles soient Windows, Mac ou Linux. Le plus de configurations sont dispo sur la plateforme Windows évidemment. Mac, on en a quelques-unes également. Sur Linux, on est un petit peu plus restreint. On peut faire de la gestion de package. On peut faire du lancement de custom scripts. Sur la partie Mac,
On va pouvoir faire à la manière d'un MDM pas mal de configurations également, mais celle sur lesquelles on s'attarde le plus souvent dans le monde de l'entreprise, c'est la partie Windows. Toutes ces configurations, on pourrait les comparer à des GPO. La différence avec des GPO, c'est que là, pas besoin d'être connecté au domaine. Comme je le disais juste avant, à partir du moment où il y a une connexion Internet, si on a configuré notre agent pour communiquer sur le port 443, la plupart du temps, le 443 est ouvert dans tous les réseaux. C'est ce qu'on va conseiller en général de faire. La chose principale qui est importante sur les configurations et qu'on met en avant le plus possible, c'est la partie déploiement logiciel. Endpoint Central, c'est pas seulement de la gestion de configuration, de l'envoi de sécurité, c'est de l'envoi de politique de sécurité, pardon, c'est aussi de l'envoi de politique fonctionnelle. Quand on va faire un déploiement en entreprise de poste de travail, on sait tous qu'on va partir de zéro. On n'a pas d'OS installé sur la machine ou alors on reçoit une machine vierge. La première étape, ça va être de déployer un OS sur ces machines. Pour ça, on va utiliser le module qui s'appelle OS Deployer. OS Deployer, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une image sur une machine. Donc on va tout simplement la préparer, la plus légère possible, la plus classique possible, et on va aspirer cette image. Cette image, ensuite, on va lui associer un modèle de déploiement. Ce modèle de déploiement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dessus? Je vais pouvoir définir que cette image qui est vierge, je vais aller la connecter à mon domaine. Donc j'aurai intégré mon domaine Windows avec un compte de service, et je vais aller dire à mon serveur, OK, tel type de PC, tel modèle de déploiement, je veux que le PC soit intégré à tel OU dans le domaine. Par la suite, je veux que tu le nommes de telle manière. Et je vais faire en sorte de créer pour mon template un modèle de nom, hop, et utiliser des variables qui sont présentes ici. Je pourrais faire en sorte d'avoir un modèle qui est générique à la base, c'est un PC portable, on va l'appeler PCP, et ensuite on va lui donner un identifiant. Cet identifiant, on veut qu'il soit unique dans l'AD, donc on pourrait se baser sur un numéro qu'on va incrémenter automatiquement. C'est ce qu'on a ici, juste ici, avec les accolades qu'on a là. Ce numéro est incrémenté automatiquement au fur et à mesure des déploiements que je vais faire. La même chose, je pourrais utiliser la variable serial number. Automatiquement, il va récupérer le numéro de série, le service tag de mon PC et l'associer au nom qui va renseigner à la machine, le nom NetBIOS de la machine qui va renseigner et qui va ajouter dans l'AD. Il va être capable aussi de vérifier la présence dans l'AD de cette machine auparavant et de notifier l'utilisateur qui va faire le déploiement que la machine est déjà présente et que dans ce cas-là, il doit faire une correction. Également, sur cette partie, je vais être capable de créer ou supprimer des comptes admin locaux. Je peux prendre un exemple. Je vais préparer ma machine. Je vais la préparer hors domaine. Je vais utiliser un compte admin local. Lorsque je vais déployer ma machine, évidemment, je ne veux pas que ce compte admin local soit déployé. Je vais utiliser mon template pour faire en sorte que ce compte admin local-là soit supprimé au moment du déploiement. Sur la partie Domain User Account, imaginons que vous ayez un environnement assez générique. Je prends un exemple, un cas supply. Vous avez un entrepôt, tout le monde se connecte avec le même compte. Vous avez besoin que vos postes, quand ils soient déployés rapidement, que la première fois que l'utilisateur va se connecter, on ne passe pas de temps à charger la session, à ce que Windows crée le profil utilisateur. On pourrait techniquement lui dire « Je veux que tel compte d'utilisateur de domaine soit préchargé et que tu précharges la session ». Ce qui fait que le jour où le poste va être livré dans votre environnement, vous le démarrez, l'utilisateur se connecte à la session est déjà loguée. Par la suite, on va aller lui définir en dernière étape d'aller installer des softs. Ces logiciels-là, qu'est-ce qu'on va faire? En général, on va mettre le strict minimum. Le strict minimum, qu'est-ce que c'est en général? C'est l'agent Endpoint Central, d'une, parce que comme ça, notre PC sort et est manageable à distance. Et en général, aussi l'agent antivirus. Voilà, c'est ce qu'on conseille à nos clients la plupart du temps. Hop. Voilà pour la partie déploiement. Comment ça se présente? Alors, je n'ai pas de démo de la partie PXE sur cette partie-là. Quand vous allez boot en PXE, vous allez avoir deux colonnes qui vont se présenter à votre utilisateur. Une colonne sur la droite avec un login et un mot de passe. L'utilisateur se connecte et il peut aller chercher toutes les images qui sont disponibles sur le serveur. Il va choisir son image, il va déployer.
Inversement, de l'autre côté, sur la gauche du PXE, vous allez avoir une autre colonne avec juste une petite case, un petit code rapide de déploiement. Ça, si vous avez des techniciens de proximité ou un prestataire à qui vous confiez la responsabilité d'aller déployer les postes pour vous, vous lui donnez juste le code de déploiement associé à votre template. Il n'a pas de question à se poser, à savoir quel est le template derrière, quelle est la configuration associée. Il rentre son code de déploiement, le PXE se fait, le bon template se déploie, c'est terminé, lui il voit rien, et vous êtes OK sur la partie déploiement. Voilà pour la partie déploiement. Donc là on a fait notre première étape, on a déployé notre poste. La deuxième étape, ça va être d'aller déployer des configurations ou des softwares. Les softwares, c'est une partie des configurations. Alors les configurations, je vous les ai montrées tout à l'heure, c'est assez classique. La partie software, il y a une chose qui est très intéressante. On connaît tous les grands noms de déploiement de soft, on connaît tous les solutions de Microsoft, SCCM en l'occurrence. Vous avez, dans SCCM, à créer vos packages. Vous allez passer du temps à chercher quels sont les arguments à associer à vos packages d'applications pour qu'ils se déploient en silencieux à vos utilisateurs et que chaque application ne soit pas visible au moment de l'installation. Ce que permet Endpoint Central, et Manage Engine en l'occurrence, c'est de vous mettre à dispo une base d'applications déjà renseignée. Si je vais dans ma partie Software Deployment et que je vais chercher mes templates, on a toute une base de templates qui est déjà pré-créée par l'utilisateur. Et donc là, je vais aller filtrer par OS. Je peux aller choisir mon OS Windows. Et je me retrouve avec toute une liste de templates. Alors, on va attendre un petit peu que ça charge. C'est une plateforme de démo, je suis désolé, c'est pas très rapide. Je me retrouve avec toute une liste de templates, d'applications qui sont pré-packagées, pour lesquelles on connaît déjà les arguments à utiliser pour les installer en silencieux. Et ça, c'est du gain de temps pour le premier déploiement, pour vous, mais c'est du gain de temps aussi sur la partie mise à jour par la suite. Pourquoi? Parce que l'outil permet également d'aller mettre à jour ces packages d'applications et l'OS au fil de l'eau. Comment on va faire ça? En se basant sur les mêmes bases de données, qui sont les repos éditeurs, ni plus ni moins. On va aller faire du patching de nos postes. Grâce à notre scan d'inventaire de notre agent, on va être capable de remonter nos versions de logiciels et les pages de sécurité qui seraient associées. Et là, on arrive plutôt dans la partie sécu, où on va s'intéresser à savoir si nos postes sont à jour, s'ils respectent bien nos politiques de conformité, et comment on va les patcher. Pour ça, il y a deux méthodes. Il y a une méthode assez manuelle, vous voulez garder le contrôle sur votre patching, sur votre parc, et il y a une méthode un petit peu plus automatisée. On va garder le contrôle quand même, mais on va essayer de déléguer le plus possible à l'automatisation de l'outil certaines tâches. Pour ça, on va faire ce qu'on appelle du test and approve. Pour tester et approuver des patchs, nos patchs ils vont avoir un état, par défaut, qui sera non approuvé. Cet état non approuvé veut dire que mes patchs ne sont pas autorisés à être installés sur mon poste. Ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais associer un groupe de machines à une politique de test. Le but, c'est que ce groupe de machines-là soit le plus représentatif possible de mon parc pour que je puisse tester tous mes patchs et leur définir un temps de déploiement. Donc si je fais ça en parallèle avec vous, je vais créer ici, sur ma partie patch et menaces, une politique de déploiement en test and approve. Je vais aller modifier ça et je vais dire OK, hop, je vais me zoomer un petit peu, ce sera peut-être un petit peu plus clair pour vous. Voilà. Je vais faire du test and approve, je vais marquer que mes patchs par défaut sont non approuvés et je vais associer un groupe de test. Ce groupe de test s'appelle client Windows, je l'ai créé au préalable. Et je vais aller sélectionner le type d'update que je vais passer sur mon pool de test. Qu'est-ce que je vais aller tester comme update? Tester des updates sur la partie OS. Je vais être capable de dire sur ma partie update, je veux la catégorie OS mise à jour de sécurité critique, importante, moins importante ou non catégorisée. Sur la partie third party updates, donc les logiciels tiers, je vais être capable, avec la même base de données que tout à l'heure sur la partie déploiement, d'aller choisir certaines catégorisations de patchs, savoir s'ils sont importants, modérés ou non catégorisés, et de dire OK, je vais envoyer les updates. Pareil sur la partie driver. Basé là-dessus,
je vais pouvoir dire, OK, à partir du moment où l'éditeur met à disposition des patchs sur ces applications, combien de temps j'attends avant de les mettre à dispo sur mon pool de test, avant de les tester sur mon pool de test, les déployer. Donc là, je vais définir 0 jours. Ce qu'on veut, c'est patcher au plus vite. Je vais leur définir une politique à quel moment je déploie sur mon parc. Je pourrais très bien dire que je vais télécharger immédiatement mes patchs et les lancer sur un planning qui est prévu. Donc, imaginons que ce soit pour un pool de serveurs, je vais faire ça en heure non ouvrée, par exemple. Là, en l'occurrence, je vais patcher mes postes de travail. Je vais faire ça au plus tôt. Au plus vite, au plus tôt. C'est ce qui m'intéresse. Et ensuite, je vais définir une politique pour dire, au bout d'un certain temps, si tout s'est bien passé, si les patchs ont été installés sur au moins une machine et que tout s'est bien passé, j'ai pas eu de problème, voici le nombre de jours que je vais attendre avant de déployer sur le pool de prod. Et je définis ici mon nombre de jours. En général, on attend à peine quelques jours, 3, 4, 5 jours. C'est la moyenne. Ça ne nous empêche pas pour autant d'aller chercher nos menaces détectées, nos CV détectés. Alors là, sur la partie offline, évidemment, j'aurai rien. Si je retourne là-dessus. Les patchs qui seraient manquants sur mon parc, et d'aller les sélectionner un par un ou par groupe, et de lancer des tâches automatiques d'installation sur mon parc. Pareil, ces tâches-là, on peut lancer de l'installation automatique. Imaginons qu'il y ait quelque chose qui soit mal passé, on peut lancer évidemment la désinstallation automatique. Donc ça, c'est une première partie sur le patching. On va aller un petit peu plus loin sur la partie sécurité. Et là, on arrive dans un add-on qui s'appelle le Endpoint Security. Et sur la partie Endpoint Security, on va avoir des grandes familles. La première, c'est la partie BitLocker Management. BitLocker Management, on va aller définir des politiques de BitLocker sur nos postes et dire OK, je vais checker si mes postes de travail ont un module TPM ou non. Et en fonction de ça, dire je veux ou non activer les fonctions de sécurité BitLocker sur mon poste. Je veux chiffrer ou non mes postes. Je vais être capable de créer une politique. Hop, et je vais la faire plutôt sur mon environnement on-prem. Je suis désolé. Tac, qui est juste ici. Je vais créer une politique qui est juste là. Et je vais dire OK, je veux BitLocker uniquement mes postes qui ont du TPM. Ou je veux utiliser la partie TPM plus un code PIN. Et après, je vais dire, OK, si mes postes n'ont pas de TPM, c'est pas grave, je vais mettre juste un code PIN. Si mes postes ont du TPM, je vais utiliser le TPM. Inversement, voilà, on va pouvoir vraiment définir en fonction du parc et des devices que vous allez cibler, quelle politique va s'appliquer. Pareil, on est capable de dire, est-ce qu'on encrypte tous les disques ou juste le disque système? Est-ce qu'on encrypte juste l'espace utilisé ou tout l'espace? On va choisir nos méthodes de chiffrement et on va choisir à partir de quand on force notre utilisateur à appliquer. Le minimum, c'est 3 jours. En général, on laisse assez ça. Pareil, on va faire une rotation de notre clé. Le minimum, c'est 7 jours. On pourra forcer la rotation de notre clé BitLocker tous les 7 jours. Cette clé-là, juste ici, vous voyez, j'ai défini que je veux faire en sorte qu'elle soit mise à jour dans la partie Domain Controller. Donc, Endpoint Central est capable d'aller donner une politique à mes postes. Pour autant, il est aussi capable de faire en sorte d'aller renseigner les informations de clé BitLocker et les rotations de clé BitLocker dans la partie Domain Controller. Si vous avez votre Endpoint Central qui tombe, vous les avez dans votre Domain Controller. Si vous avez votre Domain Controller qui tombe, vous les avez dans votre Endpoint Central. Voilà pour cette partie-là. Hop. Et ensuite, on a deux grands modules, App Control et Device Control. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux modules-là? On va faire des politiques de sécurité sur nos postes avec du conditionnel. On va dire qu'on va définir des devices ou des applications en tant qu'applications managées par l'entreprise. C'est-à-dire que, imaginons que je décide dans l'entreprise d'interdire mon utilisation de Firefox. Mes utilisateurs ne sont pas admins de leur poste. Cependant, Firefox n'a pas besoin des droits admin pour être installé sur les postes. Donc je ne peux pas bloquer mes utilisateurs par défaut et dire OK, même si vous n'êtes pas admin, vous ne pourrez pas installer. Bah si, ils peuvent quand même. Firefox, c'est comme ça s'installe, ça se met dans l'app data et on ne peut pas le bloquer. Par contre, grâce au pack security,
je peux faire en sorte de la définir en tant qu'application blacklistée. Ce qui fait que si je fais ça, je crée un groupe d'applications, blocklist, juste ici, et je vais choisir dans mon blocklist parmi une liste d'applications qui est déjà disponible. Alors ça peut être un exemple Firefox, ça peut aussi être toutes les applications Microsoft Store, qu'on appelle les Appix, qui seraient déjà installées sur votre Windows par défaut. On n'a pas envie d'aller utiliser une application Xbox Game Bar dans l'entreprise, ça n'a aucun intérêt. Et pour ça, on va aller bloquer nos utilisateurs. Le très bon exemple que j'ai là, en l'occurrence, et que j'ai activé, c'est la partie solitaire. Voilà, on n'a pas envie que notre comptable passe son temps à jouer au solitaire. Donc on va aller bloquer ça. Et ni plus ni moins, sur le poste, on va détecter ça. Si je lance ma partie solitaire, je vais être capable d'afficher un prompt à mon utilisateur pour dire qu'effectivement l'application est bloquée. C'est une solution pour certaines applis. Ça peut être une solution pour bloquer des navigateurs également. Pour la partie navigateur, on va pouvoir également utiliser la partie qui s'appelle browser, qui est juste ici. Je vous montrerai juste après. Ces politiques-là, sur la partie... hop, je reprends sur mon environnement de démo. Sur la partie App Control, c'est une chose de bloquer des applis et d'en autoriser. On pourrait définir, comme j'ai fait là par exemple, que par défaut toutes les applis sont autorisées et que j'en bloque certaines. A l'inverse, on pourrait carrément dire à l'appli, à Endpoint Central, par défaut, toutes mes applis sont non autorisées et je vais seulement autoriser les utilisateurs à utiliser les applications d'entreprise. Pareil, App Control permet de faire du privilege management et de faire en sorte que je définisse de l'auto-élévation pour mes utilisateurs. Je vais définir des groupes d'applications et dire OK, pour ces applications, vous avez le droit d'obtenir les droits admin périodiquement. À chaque fois que l'utilisateur va récupérer ses droits admin, on va le loguer dans l'application. On sait tous que voilà, on va utiliser des éditeurs. Je prends un exemple très simple dans le public, ils utilisent beaucoup Berger-Levrault. Berger-Levrault, c'est comme ça, il faut utiliser les droits admin pour plein de fonctions. Cependant, on n'a pas envie de donner les droits admin sur nos machines aux utilisateurs, on va pouvoir utiliser les fonctions de privilege management là-dessus. Je vais faire vite parce qu'il me reste peu de temps. Sur la partie device control, on va faire exactement la même chose avec du périphérique externe. Ça peut être de l'USB, ça peut être du Bluetooth, ça peut être du périphérique de stockage, peu importe. De la même manière, on va être capable de dire je vais soit tout bloquer, soit bloquer tout sauf certains ID de périphériques. Dans ce cas-là, on récupère les ID, on fait des déblocages. Et nos utilisateurs ont la possibilité, quand ils ont le prompt de blocage, d'aller demander un accès je vais y arriver, un accès en just-in-time, pardon. Dans ce cas-là, il faut une petite demande, on est capable de déléguer un accès et dire je veux leur donner l'accès de telle date de début à telle date de fin, ou alors un accès pendant autant de temps. Je passe sur la partie Endpoint DLP. Endpoint DLP, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? On va définir des formats de données via des expressions régulières. L'outil va être capable d'aller scanner tous les fichiers qui sont sur la machine au fur et à mesure qu'ils sont utilisés et de définir qu'en fonction de certains formats de données qu'il va découvrir, les classifier en tant que de données sensibles d'entreprise. Et en fonction, on va être capable d'aller bloquer leur sortie, upload vers le web, sortie sur un support USB, impression, on va mettre un watermark par au-dessus, on va mettre par exemple confidentiel, par exemple au-dessus d'un fichier. Voilà pour ça. Et sur la partie browser security, on va avoir la possibilité de gérer tous nos add-ons d'entreprise et de les déployer de la même façon que nos packages d'applications. On va être capable d'aller bloquer l'utilisation de certains navigateurs, forcer l'utilisation d'autres navigateurs pour certaines URL, associer certaines versions de Java à certaines URL, faire du filtrage sur des URL. Alors c'est pas du filtrage par catégorie, c'est du filtrage vraiment par liste d'URL. Là-dessus, on est... Bon, et pareil, politique de compliance sur la partie, donc là c'est un environnement de démo offline, donc évidemment je n'aurai pas de résultat, mais sur la partie browser, on va pouvoir définir des politiques de compliance et dire ok, est-ce que mes browsers sont à jour, est-ce que mes browsers ne contiennent pas d'add-on que je n'ai pas autorisé en entreprise, etc., etc. On a fait le tour d'Endpoint Central. Bon, merci de m'avoir écouté, et si certains ont des questions,
n'hésitez pas à venir me voir, je serai juste à la sortie du stand.